Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors qu'a dit précisément Vladimir Poutine aujourd'hui? Eh bien Vladimir Poutine s'est exprimé de nouveau à la télévision d'État aujourd'hui, la 3e fois en 3 jours, vous le voyez. Cette fois-ci, le président russe était dans son bureau au Kremlin, vous le voyez à droite, et il a égrené les capacités nucléaires de la Russie, une forme d'inventaire terrifiant qu'il convient d'analyser. Écoutez d'ailleurs la première arme évoquée par le président russe. Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Vladimir Poutine évoque donc en premier ce qu'il appelle souvent son arme suprême, le Sarmat, autrement appelé le Satan II, un missile nucléaire intercontinental, le plus puissant de l'armée russe selon le Kremlin. Il est tiré, vous le voyez, depuis des silos sur Terre. Il a une portée de 10 000 km. Autrement dit, il pourrait toucher n'importe quelle cible sur le globe depuis Moscou à une vitesse hypersonique de Mach 20. 20 fois la vitesse du son, environ 25 000 km/h. Il peut être également équipé de têtes nucléaires, 10 au maximum, avec une puissance qui serait de 100 à 200 fois celle de la bombe atomique sur Hiroshima. En revanche, ce qu'on sait de ce missile, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas opérationnel. Et pour preuve, le dernier essai qui a eu lieu lundi et qui aurait échoué selon les services de renseignement américains, pour Héloïse Fayette, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, spécialiste de l'armement nucléaire, il est très peu probable que le Sarmat soit déployé cette année, comme le promet pourtant Vladimir Poutine. En 2023, ça semble un peu compliqué parce que déjà ils avaient pris pas mal de retard. Par exemple, il y avait des tests qui étaient censés être prévus dès 2020 et qui ont finalement été repoussés à 2022. C'était le test d'avril 2022. Là, il faudra voir si d'autres tests sont prévus en 2023. Le seul essai concluant du missile Sarmat, en fait, il a eu lieu en avril 2022. Il avait parcouru 6000 km, ce que Moscou avait qualifié évidemment de succès. Alors l'arme n'est pas opérationnelle, on le voit. Est-ce que ça veut dire que c'est un coup de bluff de Vladimir Poutine? Non, pas tout à fait Emmanuel, car juste après, Vladimir Poutine a fait référence à 2 autres armes russes particulièrement destructrices. Écoutez. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Le président russe exhibe donc d'abord le missile Kinjal. Il faut savoir que ce missile, il a déjà été utilisé par l'armée russe, notamment pendant la guerre en Ukraine, au moins 3 fois, selon Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense russe. C'est un missile qui est tiré depuis des avions de chasse, qualifié lui aussi d'hypersonique, capable de voler à la vitesse de Mach 10, 10 fois la vitesse du son, environ 12 000 km/h, et une fois tiré, il peut atteindre des cibles jusqu'à 2000 km. Officiellement, le Kinjal peut être équipé de charges nucléaires, mais impossible de le vérifier aujourd'hui. L'autre arme évoquée par le président russe, c'est le missile Zircon. C'est peut-être celui dont on a le plus de certitude aujourd'hui lorsqu'on discute avec les spécialistes. Il est officiellement déployé dans l'arsenal russe, équipé sur un unique bâtiment militaire, la frégate de l'amiral Gorchkov, la plus moderne de la flotte russe. C'est un missile de croisière d'une portée de 1000 km et lui aussi encore, il est qualifié d'hypersonique avec une vitesse de Mach 9, environ 11 000 km/h. Mais ce qui lui rend inarrêtable, Emmanuel, selon Vladimir Poutine, c'est qu'une fois tiré en l'air, le Zircon va tellement vite qu'une couche de plasma se forme, le rendant quasi invisible et déjouant tous les systèmes de radar. Officiellement, lui aussi, le Zircon peut transporter des charges nucléaires, mais aujourd'hui, aucun des missiles déployés, notamment sur l'amiral Gorchkov, n'en est équipé. Rien ne prouve qu'ils le pourront à l'avenir. On sent donc qu'il y a de l'approximation dans les déclarations de Vladimir Poutine sur le nucléaire, ce qui fait dire à Joe Biden que ces menaces ne sont pas crédibles. Oui, le président américain a été interrogé sur ces nouvelles menaces du président Poutine depuis hier. Il n'indique n'avoir vu aucun signe d'une utilisation prochaine du nucléaire côté russe, ni dans la rhétorique de Vladimir Poutine, ni dans les manœuvres de son armée. Écoutez. But I don't read into that he's thinking of using nuclear weapons or anything like that. I think it's I'm not sure what else he was able to say in his speech at the moment. But I think it's a mistake, and
I'm confident we'll be able to work it out. Voilà, c'est clair, effectivement. Merci beaucoup, Quentin. Bernard Guetta, on n'agite pas, évidemment, devant nos téléspectateurs cette menace nucléaire, mais puisque Vladimir Poutine met les choses sur la table, qu'il rentre dans le détail, d'ailleurs, de ses armes, qui a cette réaction très calme, d'ailleurs, de Joe Biden, c'est un élément qui est intéressant. Surtout un 23 février, bien sûr. Mais écoutez, Joe Biden a certainement raison de garder tout son calme, pour deux raisons. La première, c'est qu'il a beaucoup d'approximation dans ses déclarations de Vladimir Poutine sur ses nouvelles armes, mais surtout parce que, fondamentalement, nouvelles armes ou pas, la Russie a depuis des décennies la capacité de faire sauter la terre entière. Donc il peut ajouter toutes les armes qu'il veut, ça ne change fondamentalement rien à la situation. Alors oui, les missiles peuvent être beaucoup plus rapides, ceci, les cela, etc. Mais la capacité de faire sauter la planète, oui, on sait que la Russie l'a. Maintenant, posons-nous une question très très simple. Est-ce que réellement, même Vladimir Poutine souhaiterait faire sauter la planète alors qu'il sait pertinemment que s'il fait sauter la planète, son pays saute aussi. Et si son pays saute, son palais, le Kremlin saute, son bureau et lui-même. Donc, écoutez, gardons la tête froide. Bien sûr, gardons la tête froide. Le fameux équilibre de la terreur, qu'on peut d'ailleurs résumer en un seul graphique, parce qu'on parle de l'arsenal russe, mais avec évidemment 5977 pour être précis, même si c'est une évaluation, ogives, les États-Unis 5428, et puis on voit qu'il y a d'autres pays plus mineurs, mais dont la France, qui sont également importants. Gardons la tête froide. Isabelle Lasserre. Oui, de toute façon, à chaque fois que Vladimir Poutine, que l'armée russe est en difficulté sur le terrain ukrainien, Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. À chaque fois qu'il y a des réunions internationales importantes, ou bien que les Occidentaux s'engagent à augmenter leur aide à l'Ukraine, Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. Pour l'instant, personne n'a constaté que sur le terrain, il y avait un quelconque signe d'un changement de la doctrine d'emploi russe. Une fois qu'on a dit ça, il y a des choses qui sont importantes à la marge. C'est-à-dire que, par exemple, l'attitude de Vladimir Poutine a un effet sur la prolifération nucléaire de manière indirecte. C'est-à-dire que, jusque-là, la Russie faisait partie de l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA. Et depuis qu'une alliance est créée entre l'Iran et la Russie ne joue plus du tout le jeu des Occidentaux pour essayer de faire revenir le régime islamique dans sa boîte pour freiner le régime nucléaire. Donc là, on peut raisonnablement s'attendre à une nouvelle prolifération nucléaire qui, partant d'Iran, gagnerait les pays sunnites comme l'Égypte et la Turquie. Et la deuxième chose, en deux mots, c'est qu'en fait, quand il suspend la participation... Un instant, pardonnez-moi Isabelle. L'ordre international est en train d'être complètement détruit, en fait, par tout ça. Je suis impoli, mais c'est simplement pour vous montrer cette image. Non, parce que nos téléspectateurs se demandent peut-être pourquoi la Tour Eiffel est en train d'apparaître. Ce sont des images en direct et vous le voyez, bien sûr, la Tour Eiffel qui a été colorée en bleu et en jaune, 18h45 très précisément, bien sûr, en signe d'hommage à l'Ukraine et à cette guerre qui dure depuis presque un an, et la Tour Eiffel qui sera illuminée pendant la nuit prochaine, bien sûr. C'est plus joli qu'à Londres. C'est plus joli qu'à Londres, bien sûr. C'est moins sale, sans doute pour les pneus, effectivement, des voitures qui sont passées. C'est en tout cas deux couleurs qui ont été beaucoup mises en avant ces derniers temps. Vincent. Petite remarque, le sort de Barmout ne se réglera pas à coup de Kinjal ou à coup de Zircon ou de Sarmat. Au passage, c'est intéressant, Sarmat, le Satan 2, donc il faut désataniser l'Ukraine, mais on diabolise son arsenal. Je ferme la parenthèse. Dans le registre de la tête froide, qui est le nôtre ici, une remarque sur le verbatim précis du discours d'avant-hier. Poutine dit ceci: les forces russes, je leur ai ordonné de se tenir prêtes à réaliser des essais d'armes nucléaires au cas où les États-Unis seraient les premiers à le faire. Ce qui relativise quand même beaucoup la menace immédiate. Et on est donc très loin de ce que je regardais ce matin, c'est-à-dire une sorte de baderne en uniforme d'apparat sur le plateau de notre ami Vladimir Solovyov, donc le poète de cour le plus frénétique du Kremlin,
qui disait que la Russie avait les moyens, par une charge nucléaire puissante, de réveiller le volcan de Yellowstone aux États-Unis, et dit ça le plus sérieusement du monde, et que c'était la hantise qui troublait les nuits de Joe Biden et son entourage. Vous voyez, donc, vous en parlez, et du coup, on va le voir, bien entendu, puisque cette séquence nous a aussi beaucoup marqué. Сармат – это особое оружие. Это оружие, которое способна, во-первых, помимо доставки большого количества ядерных боеприпасов до цели, большой мощности, она еще способна при использовании моноблочной боевой части наносить удары через Южный полюс. Глобальная ракета. Всеракурсную систему ПРО создать невозможно, а это означает, что Соединенные Штаты Америки уязвимы. Это первый момент. А второй момент состоит в том, что Сармат создает угрозу самому страшному объекту на территории США, Йеллоустонскому вулкану. Le volcan de Yellowstone, qui est donc l'endroit le plus vulnérable, on vient de l'apprendre, du territoire américain. Bon, des rodos seraient utilisés si les intérêts vitaux de la Russie sont touchés. Et moi, je suis vraiment heureux de voir qu'enfin, sur les plateaux, on reste calme. Parce que je me souviens, il y a quelques mois, chaque fois qu'on parlait de nucléaire, que ce soit des centrales nucléaires et des armes nucléaires, tout était mélangé et il y avait une espèce de panique qui montait en disant nucléaire, nucléaire, nucléaire. Bon. Donc je trouve que c'est bien de garder ce calme en disant, mais ça montre aussi le désarroi de Poutine. Oui. C'est-à-dire que Poutine se dit, qu'est-ce qui me reste? Finalement, si je veux sauvegarder la Russie, ce qu'il fait depuis un an, je fais la guerre sous le parapluie nucléaire qui protège la Russie. Et il rappelle ça. Et je crois que ça montre aussi son désarroi. Il se rend bien compte qu'il ne va pas atteindre ses objectifs, malgré le fait que dans le discours, il a annoncé, non pas pour une fois que le plan se déroulait conformément au plan, mais en disant simplement on va grignoter, on va avancer progressivement, méthodiquement. Donc on voit bien qu'il n'y a rien, il n'y a pas de souffle derrière tout ça. Et ce qui lui reste, c'est, vous inquiétez pas, la Russie est protégée. Oui. Ce qui est important pour lui. Vous avez bien noté, en effet, qu'à chaque fois que cette menace est brandie, c'est assorti d'un « si ». Et Medvedev, d'ailleurs, qui est devenu un faucon, et peut-être, vous parliez de poète de cour, le plus grand poète de cour politique, en tout cas, de Vladimir Poutine. Si les États-Unis veulent vaincre la Russie, nous avons le droit de nous défendre avec n'importe quelle arme, y compris nucléaire. Je ne sais pas si c'est rassurant d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, c'est à chaque fois la même sémantique, Isabelle Lasserre. Oui, non, mais c'est exactement toujours la même sémantique. Maintenant, la menace nucléaire est efficace dans le sens où, effectivement, elle lui permet de mener son conflit conventionnel et qu'elle freine de plusieurs manières l'engagement des pays occidentaux. Et ça ne pourra pas se... Je veux dire, c'est une des raisons pour lesquelles les Occidentaux ne veulent pas s'engager davantage. Oui, ça explique, si vous voulez, les discours à la fois du président Biden et du président Macron. Écraser l'armée russe en Ukraine, oui. Écraser la Russie, non. Parce qu'il y a cette protection, et donc on ne va pas le faire. Au passage, dans le langage de « on ne va pas écraser la Russie », on voit bien que le problème actuellement, c'est le régime de Poutine. Ce n'est pas vraiment la Russie. C'est Poutine qui est dans son impasse, voire son cul-de-sac, qui ne sait pas comment en sortir. Et c'est ça le sujet. Ce n'est pas la Russie. Et il faut le répéter. Le président Biden, dans son discours, l'a très bien expliqué aussi lorsqu'il était à Varsovie. On n'en veut pas à la Russie. C'est le régime de Poutine qui pose problème. Avec un soutien, malgré tout, d'une partie de la population, même si c'est peut-être que du déclaratif, mais enfin, il y a malgré tout, dans les rares sondages qui ressortent, un soutien important. Mais la notion de cul-de-sac, j'y pensais à l'instant, parce que quand vous regardez la doctrine russe en matière d'emploi de l'arme nucléaire, si il y a une menace existentielle, je cite, qui pèse sur l'existence même de la mère patrie, le recours à l'arme nucléaire est légitime. Or, vous avez un pouvoir qui en même temps dit « nous sommes en situation défensive face à une agression otano-américaine », donc, conséquence logique, oui, il y a donc bien une légitimation théorique. Et pourtant, on n'y va pas. Donc là, il est en quelque sorte coincé dans sa propre contradiction interne, comme on disait jadis au parti. Bernard Guetta.
Non, vous savez, vous disiez à l'instant le soutien de la population russe. Mais je reviens là-dessus parce qu'on a vu hier le grand meeting organisé en soutien au président Poutine et à cette guerre. C'était vraiment pas très concluant. Enfin, tous ces gens qui sortaient aussitôt, après s'être fait photographier, vous le racontiez vous-même sur votre antenne, après s'être fait photographier pour avoir la preuve vis-à-vis de leur entreprise qu'ils étaient bien sur le terrain, comme on leur en avait donné l'ordre. Écoutez, où était l'enthousiasme? Où était l'enthousiasme? S'il y avait un soutien populaire à cette guerre, mais on le sentirait. Mais il n'y a pas le moindre signe de cela. Pas un. Mais Isabelle, encore une fois, vous qui avez vécu à Moscou longtemps, soutien, et là on rejoindra sans doute Bernard Guetta, peut-être que la lassitude ou cet esprit de résilience, comme on dit avec ce terme moderne, joue à plein également. Oui, mais bon, ceux qui n'étaient pas d'accord ont quitté la Russie. Les autres sont soit d'accord tacitement, soit n'ont pas l'espace, à la fois physique, intellectuel, pour exprimer leur désaccord. Alors combien de temps ça peut durer? Je ne sais pas. Encore une fois, on l'a répété tant de fois, mais on a affaire à un peuple qui est abreuvé de propagande depuis toujours. Enfin, depuis toujours, en tout cas, depuis l'époque tsariste, en fait. Donc, on n'a pas affaire à des... On a l'habitude de voir Moscou et de voir Saint-Pétersbourg, qui sont quand même les deux grandes villes où il y a ces élites démocratiques et libérales. Mais quand on sort de ces grandes villes et qu'on va dans la Russie profonde, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes aspirations à la démocratie. Il n'y a pas les mêmes. Et puis les gens n'ont pas d'espace. Ils ont peur. Ils sont obsédés par l'idée de trouver de l'argent, d'améliorer leur vie qui est quand même pas terrible. Donc voilà. Mais ils ont quand même été un petit peu. Enfin, une partie de la population russe a été quand même poutinisée. Je veux dire, ça explique aussi pourquoi. À une autre époque. À une autre époque. À une autre époque. Quand Poutine arrive, évidemment, qu'il a un soutien massif dans la population, après Yeltsin. Mais il l'a toujours. Toujours? À mon avis, en tout cas... Enfin, moindre, en tout cas. Moi, je dirais moindre. Je pense qu'effectivement, le président Poutine, qui avait bien réussi le redressement de la Russie, beaucoup de la population vit encore là-dessus. Et puis, sur un deuxième phénomène, c'est que le chef ne peut pas se tromper. C'est comme un phénomène bien russe. Quand le chef a dit quelque chose, tout le monde est d'accord avec lui. Maintenant, ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas aussi, y compris dans les provinces reculées, pour des raisons différentes. Ce sont les morts, ce sont les blessés. Et ça, parce que beaucoup des unités qui ont été engagées au départ venaient de ces provinces reculées. Et là, ils ont commencé à compter, et l'argent qui leur a été donné ne remplace pas tous les gens qui sont partis. Et donc là, il y a peut-être des choses qui bougent. Et voilà, on n'en est pas témoin pour l'instant.